Thank you very much. I would like to start with some examples first. Imagine you're a bank officer. Two PhD students enter your office and ask for a loan, asking for $25,000 to start production of a kit which help you to play piano with bananas. Would any one of you finance them? I don't think so. Reality is, there are investors outside who are willing to support such projects. And now it's just a question to have a capital raising platform in place where you can get the financing from. That's a real life example. The company was asking for $25,000 and got $500,000. Meaning there is a consumer base outside who is interested in getting the product and who is willing to finance your company with production. You may say, okay, that's a one-time example, but let's take another one. 2012, when nobody spoke about Apple's smartwatch, a small producer in the US wanted to start the production of a plastic smartwatch, asking for $100,000 to finance it. No bank was willing to give them the money. So we used the capital raising platform to ask the community, are you willing to support our business? Is there any investor outside who would like to provide us with capital? Yes, there was. But we didn't get 100,000, we got 10 million. 10 million investors were willing to invest in the product. Clearly showing that there is a need from the side of SMEs to get alternative forms of financing. And who is better placed than an exchange to offer something like that? Because the traditional role of an exchange is to bring together demand and supply of capital. And SMEs, representing 80% or even in some regions 90% of all companies, we are the core of the economic system. And only if we support the SMEs with appropriate financing mechanism, we will support economic growth in the countries. Now, SMEs have really a problem. They are asked for higher interest rates. They are asked for higher collaterals, in some countries up to 140% of the collateral requirements if you ask for a loan. And in most of the emerging markets, companies are rather small than mid to large sized, another problem. And tailored SME segments, as they currently exist, sometimes don't fit. We have a very positive example from the LSEA market, which was really a successful initiative and helped a lot the SMEs to raise money. But even here, the size of the companies which are listed there are much larger of the company sizes you may find in medium terms here in Morocco. So what is the financing life cycle of a company? Normally, you start off with family and friends who provide you with the initial financing, and the more your company grows, the more capital you may need. And there's a fragmentation of the financing providers up to now. Now the question is there one institution who can aggregate the financing provision functions and offer you a one-hub concept which will cover the financing of your company over the whole financing life cycles? And what we have seen is, from the International Organization of Securities Commission, from the side of the European Union, with the Capital Market Union concept, financing SMEs and their growth is really the cornerstone for economic development. And we see a change in the regulatory systems as well. Frontrunner was the US with the Jobs Act that jumpstart our businesses, where the first time emerging growth companies appeared, and the regulator offered them less strict reporting requirements, less strict listing requirements. Meaning that's an opportunity for an exchange, because you can occupy another field and you can offer additional services for SMEs here as well. Now you see here that we already see private placement platforms for bonds, we see private placement platforms for equity, we see crowdfunding platforms, we see SME growth markets. So a lot of market segments, fragmented, already exist. And if you have a look here, there's an opportunity for Casablanca to become a financing hub for SMEs, not only for SMEs, for companies,
by a step-by-step approach covering various steps of a financing cycle of a company. Starting off with simple capital raising platforms, really focusing on startup companies and very small companies, going over to private company markets, to the SME growth markets like AIM, to the exchange standard market and the premium market when the company is fully developed. And some exchanges already implemented it. A very good example is Canada with the TMX group, starting with a venture market segment, going up to the premium market segment. We have seen the latest development in Turkey, where private company market was implemented to complement the services already offered. And we have a newest development in one of the exchanges we as a web bank are invested, that is Romania, which offers you a so-called Aero market, where companies can raise even a small amount like 250,000 euros without problem. It was launched 2 months ago and has already the first listing. I think that's only a small impression what an exchange can offer. It fully deploys all its capacity. And what we would like to do as bank, we would like to offer support in form of a listing support program, which is very much complementary to the lead program we just heard about, where we will help companies either through financing, that means we are investing in corporate bonds, or in equity of the companies, up to providing advisory services, partly subsidized by us, just to bring them in position to list on the market. Thank you very much. Thank you very much, Hannes. Very helpful. Now, we've had I think, a fairly interesting morning so far. We've heard a number of points of views about where we've seen successes. We've heard about what the EBRD has been doing in various locations. And what I'd like to do is start with Saad and ask him to just basically give us a sense of some of the key challenges that he has seen in his years as a consultant in terms of SMEs and being able to raise finance. Saad? Thank you, Noel. I would speak in French if you don't mind. Tout d'abord, je voudrais remercier la Bourse de Casablanca et les organisateurs pour cette excellente initiative, en disant que aussi je vais parler plus à ce niveau avec l'expérience de la CGM, puisque ça fait une quinzaine d'années que je suis militant au sein de la PME et de la TPE, et dire que toute initiative qui a été déployée, que ce soit Elite ou que ce soit l'introduction de la Bird au Maroc, on a été impliqué, et quand on voit qu'il y a un résultat positif à ce jour, c'est très prometteur. Donc, je vais parler plus un petit peu de ce que nous vivons au sein de la CGM à travers l'expérience de la très petite et des PME, pour avoir moi-même été présidé la commission jusqu'à la dernière élection de Madame Salah. Tout d'abord pour dire que la PME a une place très importante pour nous. Je pense que la CGM, à travers son évolution, a montré que l'importance qui a été montrée par tous les intervenants, la place de la TPE-PME au sein du Maroc est maintenant incontournable. Et il y a lieu de faire, disons, d'apporter des leviers réels pour cette frange de l'économie. Alors globalement, je ne reviendrai pas sur l'importance de la PME, ni sur les difficultés, parce qu'elles ont été présentées tant en termes de faiblesse d'encadrement, accès au financement, que ce soit accès au foncier. Enfin, disons, la liste est connue de beaucoup de monde. Et quand nous partageons avec nos homologues représentants du secteur privé étranger, nous voyons que les problématiques sont souvent similaires. C'est-à-dire que si je prends là le thème d'aujourd'hui, qui est l'accès au financement, c'est vrai que depuis des années, avec ce qu'a présenté ce matin Karim, ou avec nos autres partenaires de la CCG ou de la Banque Centrale du Maroc ou de la NPME, nous avons développé un roadshow à travers le Maroc pour essayer de répondre à cette problématique de financement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, heureusement, on a un climat des affaires qui se développe de mieux en mieux, il y a plus de visibilité.
La plupart des leviers de financement existent. Je pense qu'on est un marché où nous trouvons un peu tout en termes de financement. Maintenant, du côté de l'entrepreneur, et notamment dans les régions, nous voyons encore qu'il y a encore une problématique de communication. C'est-à-dire que quand nous allons dans ces roadshows, ça me rappelle un restaurant ici au Maroc que j'aime bien, à Casablanca, où le chef, qui est très bon, qui a fait ses classes en Europe, vient présenter la carte en citant le soir, vous allez au restaurant, vous êtes un peu fatigué, lui, il vous cite 15 plats très compliqués, mais après vous lui dites, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Parce que vous n'avez pas retenu toutes les... Alors, souvent dans les roadshows, quand nous faisons face aux patrons de PME et de TPE, quand on nous présente toutes les possibilités de financement, il n'est pas informé de tous ces dispositifs, donc il y a un problème d'appréhension et de compréhension de tous ces leviers. Tout ça pour dire qu'avec tout l'effort qui a été fait, que ce soit par nos amis de l'administration ou du privé, il y a encore un effort à faire pour que le demandeur, la cible de ce financement soit encore plus au fait de ce que ça peut lui apporter. Et dernièrement, et je profite pour citer aussi cette initiative qui a été développée à la CGM, Madame Saleh, qui est notre présidente, a créé avec le chef du gouvernement des groupes dans lesquels un groupe a été nommé PME pour essayer d'apporter des quick wins, des solutions rapides à toutes ces problématiques auxquelles nous faisons face. Donc il y avait un groupe PME auquel je participais avec mon ami Faisal Moukwar. Et on a fait une petite étude, enfin un petit sondage au niveau de nos membres, hein, toutes régions confondues. Et la première entrave qui est revenue encore est celle du financement. C'est encore la problématique principale du chef d'entreprise, malgré tous ces dispositifs mis en place. Alors, ce que nous faisons, nous, donc on continuera à travailler dans le cadre de partenariats, et je profite pour citer qu'au Maroc, on est souvent cité comme exemple pour la réussite dans le partenariat public-privé. Et quand je dis privé, c'est aussi avec nos amis banquiers, enfin toutes les instances qui sont là pour essayer d'apporter des solutions concrètes et pragmatiques à l'entreprise. Disons que nous avons développé un certain nombre d'initiatives qui ont pour objectif, je pense dans notre côté en tant que confédération, c'est d'améliorer le climat des affaires. Je crois que c'est-à-dire là, nous prenons un volet de la problématique de la TPE-PME, mais disons que je pense que la vraie question pour que l'entreprise qu'on veut amener à adhérer à ce qu'il y a de mieux en termes de financement, c'est-à-dire un peu comme, disons, l'introduction en bourse, c'est ce qu'il y a c'est la sortie la plus espérée pour l'entreprise. Mais il faut qu'entre-temps, l'entreprise soit prête. Je pense que la plupart des intervenants le matin, pour être introduit en bourse, il faut y avoir l'encadrement, il faut avoir la vision, il faut avoir enfin la possibilité d'avoir une transparence, une gouvernance, etc. Donc tout ça, nous essayons d'agir là-dessus. Et pour donner quelques exemples de ce qu'on a réalisé, on peut parler de la loi sur les délais de paiement, qui est une problématique très très cruciale pour la PME. Qui maintenant existe et qu'on est en train d'essayer d'améliorer pour sa mise en œuvre. Il y a eu une loi quelques années plus avant aussi qui était la loi sur la médiation arbitrage, qui est aussi elle a le mérite d'exister maintenant et qui permet aux entreprises d'essayer d'éviter la justice et d'essayer d'aller à tout ce qui est, disons, résolution des conflits par des voies de médiation. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé avec nos amis de l'ANPME et toute la Banque centrale du Maroc et les ministères, c'est le projet de l'Observatoire de la très petite PME. Ça aussi pour dire que dans ce contexte, l'information et la communication est cruciale. Et je pense que ça, toutes les personnes ici vont partager ce constat avec moi. Nous souffrons encore d'une difficulté à ce niveau-là. Et donc, c'est un peu ça que nous essayons d'apporter. Et enfin, pour dire par rapport à mon expérience personnelle, c'est que ce besoin d'accompagnement qu'ont les entreprises à tous les niveaux, j'en suis tellement convaincu que j'en ai fait même ma profession, puisque au sein de mon cabinet, je fais de l'accompagnement en business développement. Et bien sûr, le volet financement vient en premier. Merci.
Thank you very much for that. One of the words that you used was vision. And what I'd like to do is ask Zachariah how best to change the mindset of SMEs to basically access the stock exchange. One of the key issues is that there's quite a lot that's asked of a company when they go forward to list. And you really do need that mindset to move forward on that. So, Zachariah? Yeah. Merci. Je pense que l'un des principaux points, parce que pour moi, la bourse, c'est déjà le dernier étage de la fusée. Donc avant d'arriver à la bourse, il y a tout un parcours, toute une histoire qu'il faut écrire. Et je pense que le plus important, si on veut avoir des entreprises qui arrivent en bourse avec le sourire et qu'on n'ait pas des flottants à moins de 10% et qu'on soit vraiment dans ce qu'on appellerait une bourse quand on voit un peu les chiffres à Londres, puis toujours l'entrepreneur démarre à l'école. Donc il y a une vraie appréhension de ce que c'est qu'un entrepreneur le plus en amont possible. Quand vous posez la question à un jeune, quel est le métier que vous voulez faire après, très peu de jeunes disent je veux être entrepreneur. Même si maintenant il y a un peu un effet de mode, donc on en parle, mais quand vous posez la question à un jeune, ce n'est pas quelque chose qui revient en premier lieu. Donc je pense qu'il y a des leviers sur lesquels il faut travailler le plus en amont et surtout rappeler que l'entreprise, ça se conjugue au pluriel. Beaucoup de gens pensent qu'être entrepreneur, c'est être tout seul. C'est ce qui tue un entrepreneur. Donc il va falloir qu'on explique à tous ceux qui veulent créer une entreprise que la clé de la réussite, c'est d'être plusieurs. Pour regarder tous les entrepreneurs qui réussissent, qui sont devenus des références, c'est vrai, c'est le numéro 10, c'est lui qui est le plus visible. Vous prenez Steve Jobs, vous prenez Google, vous prenez donc tous les projets qui font rêver aujourd'hui les jeunes sont toujours des projets démarrés à 2, 3, voire plusieurs. Donc il y a toujours une complémentarité, mais il n'y a jamais un travail solo. Et là aussi, on a une responsabilité aujourd'hui, que ce soit le patronat, donc le monde de l'éducation, à rappeler que le travail collaboratif le plus en amont, c'est la clé de succès. Et ça, on n'a pas encore cette culture de travailler ensemble. Et surtout, on continue à penser que l'entrepreneuriat, c'est une affaire d'héritier, où souvent on va vers l'entrepreneuriat quand on ne trouve pas un job. Donc, celui qui n'arrive pas à trouver un job, je ne vois pas comment il va créer une boîte et la réussir et la pérenniser. Donc, si déjà vous n'êtes pas un bon élève pour trouver un boulot, donc aller créer une entreprise, c'est une autre paire d'histoires. Et je pense aussi qu'il est important, pour toujours accélérer ce levier entre la bourse et le monde des entrepreneurs, si déjà on arrive en amont à avoir des entrepreneurs qui créent l'entreprise à plusieurs, qui savent que la clé de la réussite, c'est déjà un travail d'équipe, c'est plus facile après de leur dire, bah tiens, si on veut monter d'un étage, on va aller chercher des fonds. Et donc là, vous avez les modèles, pour nous, ça peut être des modèles de rupture, mais qui sont ailleurs déjà dans le monde anglo-saxon, mais qui sont arrivés déjà quelques années en Europe, que sont le business angel et le crowdfunding, qui sont pour moi une très bonne antichambre pour déjà cultiver l'association. Et ça permet à quelqu'un qui crée sa boîte de garder cette valeur immatérielle, parce qu'on va valoriser l'immatériel et on va donner une juste place aux personnes qui vont contribuer, puisque quand vous êtes à plusieurs à monter dans un projet, ben vous êtes en appui et tout le monde le sait, quand on monte dans une entreprise le plus en amont, ben on donne, on parle de gouvernance, il y a plein de choses qu'on va faire un peu, comme on dit en France, comme ce Jourdain sans le savoir. C'est-à-dire qu'on va développer de la bonne gouvernance, on va développer de l'échange, on va développer de l'ouverture et on va même pas se poser la question, qu'est-ce qu'une bonne gouvernance, qu'est-ce que c'est qu'aller développer, ouvrir, communiquer. On va le faire le plus en amont. Et bien sûr, peut-être un dernier point, avant peut-être de revenir sur, s'il y avait une autre question, sur la culture de l'échec, qui n'est pas aujourd'hui une culture. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que X est associé, qu'il n'a pas marché, que ça y est, il faut arrêter, que X est parti en bourse. Et que... Non, il va falloir qu'on explique, et tous les chiffres le rappellent, tous ceux qui ont réussi, la moyenne, ils ont planté au moins 3 projets. Donc il va falloir expliquer que quand on entreprend, ce n'est pas la loterie, on ne va pas aller en bourse parce qu'effectivement le voisin l'a fait, on le fait parce qu'on est convaincu, parce qu'aujourd'hui il y a une opportunité. Et le Maroc qui se positionne comme étant un hub, on ne peut pas aujourd'hui être un hub et avoir plein d'épiceries. Plein de gens qui veulent être patron d'une épicerie et qui ne voient pas que parfois ils vont être plutôt l'arrière droit ou l'arrière latéral dans une équipe où on joue à plusieurs. Donc cette culture,
Je pense que c'est vraiment la clé de la réussite pour que demain vous ayez des gens qui viennent en bourse. Parce que sinon aujourd'hui, vous parlez, c'est-à-dire qu'on a déjà très peu de souris, donc très peu des gens qui viennent créer des entreprises. Pour les transformer en gazelles, pour qu'ils aillent plus vite, bah déjà on travaille sur ceux qui sont déjà déshérités, qui ont des appuis, mais ceux qui ont besoin de nous, besoin de la bourse, besoin de capital, ils ne sont pas dans nos radars. Parce que très souvent, ils restent dans l'informel, ils ont confiance en personne. Et le mot confiance est un mot très important pour ramener tous ces gens qu'on ne voit pas, qui ne sont pas dans cette salle, et qui sont aujourd'hui nos vrais clients. Nos vrais clients, certainement ne sont pas dans cette salle, certainement ne savent même pas qu'on a fait cette conférence, mais il faut valoir aller les chercher. Et ça, c'est une autre paire de manches, mais je pense que on a aujourd'hui les moyens, avec le tour de table, d'être aussi dans la rupture, dans la façon d'aller chercher ce type de clients. Donc peut-être, dernier mot, si j'ai une seule intervention, sur peut-être le lien. Donc moi, ça fait 4 ans que je travaille sur la problématique de transmission des entreprises familiales. Et je reste convaincu, je l'ai dit à plusieurs politiques, à plusieurs décideurs, si on ne fait rien aujourd'hui pour la problématique de transmission des entreprises familiales, on va faire, notamment donc, sur la problématique de fiscalité, on va faire ce que je dis en rigolant, la fiscalité pour les morts. Il n'y aura plus personne. Le secteur industriel traditionnel, si vous regardez, il y a eu un pré-rapport de la Cour des comptes qui dit aujourd'hui le secteur traditionnel ne marche pas parce qu'il n'y a pas beaucoup les coûts on est trop cher et qu'il n'y a pas d'investissement dans l'innovation. Mais je dis, si on était un peu entrepreneur, on va comprendre que ça, c'est une conséquence, que la vraie cause, c'est quand vous avez un entrepreneur qui a un numéro 10, qui a un ego, qui a plus de raison de pédaler parce que ses enfants veulent monter une start-up, parce que le secteur traditionnel nécessite une autre énergie, nécessite, je le rappelle toujours, de parler le dialectal que souvent les enfants ne savent plus parler. C'est très difficile à des entrepreneurs de dire « j'ai pas réussi ce que moi je vois ». Parce que quasiment, on dit toujours que tous les entrepreneurs considèrent que l'entreprise est une affaire héréditaire, à l'exception de ceux qui n'ont pas d'enfants. Donc il est vraiment important, et je pense que la bourse a une responsabilité et un vrai levier. Maintenant, c'est comment secouer donc, ces gens-là. Donc il y a des idées. J'avais proposé de monter un fonds transmission où on pourrait, sur des entreprises régionales qui ont un impact social important, de prendre des participations minoritaires. Donc ça peut être avec des gens comme Abrage. Donc je pense il faut prendre des initiatives innovantes parce que le sujet est important. Et la bourse, si elle doit attirer ces gens-là, parfois il faut le bâton et la carotte. Et je pense qu'il y a des moments où il faut savoir manier les deux. Thank you very much for that. I think there were a number of key things that came out, and two things that work together. One, not doing it alone and acting as a team. And with that, Anas, I'd like you to comment on that because in the private equity world, working as a team is absolutely key for your investments in small companies that then turn into larger ones and hopefully get listed ultimately. Oui, absolument, c'est tout à fait exact. Je pense qu'on a parlé beaucoup ce matin. Il y a deux mots qui reviennent sans cesse. Il y a la croissance, que j'ai entendu à plusieurs reprises, il y a le financement. Alors la croissance, il est bon de rappeler que malgré la conjoncture, malgré tout ce qu'on entend, on reste malgré tout dans une zone où il reste encore un peu de croissance. Et elle va venir, c'est inéluctable. Quand vous regardez un peu les statistiques, par exemple sur l'Afrique du Nord, eh bien, il est intéressant de noter que la classe moyenne, qui est le vrai moteur de la croissance, va doubler en population et son pouvoir d'achat va tripler. Ce qui veut dire que et ça, je vous dis, c'est des statistiques, c'est entre 2013, 2014 et 2023, 2024. Ce qui veut dire que dans les 10 prochaines années, on va avoir beaucoup de croissance sur un certain nombre de secteurs et que donc les opportunités existent dans énormément de secteurs, l'éducation, les produits de grande consommation, la santé, les services financiers, etc., etc. Donc, ça veut dire que les opportunités existent. Maintenant, pour pouvoir je dirais, capter ces opportunités, capter ce potentiel de croissance, eh bien, il faut se préparer. Et un des moyens de se préparer, il y a l'accompagnement, bien évidemment, il faut se faire conseiller, mais il y a aussi le deuxième volet qu'on a beaucoup entendu ce matin, depuis le début de cet atelier, c'est le financement. Eh bien, parmi les outils qui existent dans le financement, il y a bien évidemment la bourse, mais il y a aussi le capital investissement. Je représente un fonds de capital investissement qui est spécialisé dans les pays émergents. Et nous, on est à la disposition de ces PME pour venir, comme on dit en anglais, fuel the growth, c'est-à-dire financer la croissance et amener les moyens financiers pour capter ce potentiel de croissance qui existe dans nos régions et qui existe plus que dans d'autres régions. Alors, qu'est-ce que ça requiert ?
Karim l'a rappelé tout à l'heure, de la transparence, bien évidemment. Et de ce point de vue-là, il faut une rupture, je suis d'accord avec toi, Zakaria, il faut une rupture dans notre pays, il faut que les gens apprennent que la transparence, ça a peut-être l'inconvénient de devoir se débarrasser d'un certain nombre de pratiques quotidiennes qu'on connaît, mais ça a une vertu, c'est que vous rendez votre capital et votre attractif, ou le capital de votre société attractif, vous rendez vos comptes lisibles, et donc vous devenez éligible à un certain nombre d'outils financiers tels que le capital investissement ou la bourse. Alors, qu'est-ce qu'apporte le capital investissement? Je m'adresse aux patrons de PME ou de grandes boîtes qui peuvent être éventuellement ici. Eh bien, ça apporte bien évidemment de l'argent qui est injecté dans le capital de la boîte pour financer la croissance, pour aller grossir, pour aller racheter un concurrent, pour ouvrir des points de vente, pour faire grandir votre usine et développer vos capacités de production. Encore une fois, j'insiste, la croissance est là, il faut venir prendre votre part du gâteau. La deuxième chose, c'est une expertise. Quand vous rentrez un partenaire financier avec vous, ce n'est pas que quelqu'un qui vient mettre de l'argent, c'est aussi un partenaire, c'est quelqu'un qui vient vous accompagner, c'est quelqu'un qui a vécu des expériences similaires dans d'autres pays. C'est notre cas, nous, on a investi des milliards de dollars à travers le monde, donc dans l'hémisphère sud, puisque nous n'investissons que dans les pays émergents. Nous avons vécu beaucoup d'expériences similaires que nous pouvons partager avec des entrepreneurs et faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'erreurs qui soient évitées ou de implémenter, de mettre en œuvre les best practices qu'on a vues par ailleurs. Et ça c'est fondamental. On a parlé tout à l'heure aussi du fait que l'entrepreneur se considérait aussi comme il faisait un peu un one-man show. Et bien, le fait de faire entrer un partenaire financier avec lui, qui va siéger avec lui au conseil d'administration, permet de challenger ses idées, permet d'avoir des discussions, permet d'avoir des débats. Et donc ça, c'est un enrichissement qu'on peut apporter à l'entrepreneur. Et puis, bon, après, il y a plusieurs autres vertus à faire rentrer un partenaire financier. Je vais citer une dernière, après je vais laisser la place peut-être aux questions-réponses. C'est aussi le fait qu'un partenaire financier, c'est un observatoire. Un fonds de capital investissement, c'est un observatoire. C'est quelqu'un qui discute avec énormément de gens, que ce soit dans le pays d'origine, en l'occurrence le Maroc, ou dans d'autres pays. C'est quelqu'un qui entend parler des opportunités, qui peut venir amener des contacts, qui peut venir amener un certain nombre de synergies avec les autres entreprises du portefeuille. Donc, pour, je dirais, conclure sur ce point, je rejoins Zakaria. Vous avez la croissance, elle est là. Vous avez des outils de financement, ils sont là. À vous d'aller choisir celui qui vous convient le mieux pour essayer de faire grossir autant que faire se peut l'entreprise que vous avez fondée ou que vous dirigez. Thank you very much for that. Hannes, I'd like to direct the next question to you, and it relates to these multi-level exchange structures and how well they work. We've heard about AIM earlier today, and this is a unique opportunity to provide access to SMEs to additional source of capital. So I'd just be interested in your views on some of the challenges and some of the successes we've seen otherwise. Thank you very much. So according to the changing regulatory environment, we see in many of the countries that there is a need to have one financing hub. And the concept itself looks very easy, but in reality it's highly complex, because not only that the exchange has to offer or serve various target groups, it has to have also various technical systems in place. The easy, cheap ones for the startup companies who would like to have seed financing or proof of concept financing at the beginning. And of course, your marketing department as well has to serve various target groups, and you have to get access to them. And as you mentioned rightly before, many of SMEs may even not know that today a conference takes place. Now, how is the question? How you can create the public awareness about it? What the opportunities are is, at one hand, if you're a first mover, you really have a chance to become the regional financial hub, which is also, I think, one of the plans here in Morocco. And there is the obvious need for financing by the companies. And various studies have shown economies grow faster when they have a balanced banking and capital market in place. So it doesn't work if you have only a banking market in place. It works best if you have a balance between capital market financing and bank financing. What we have seen is that many exchanges are already going to implement the multi-level stock exchange concept.
There was a press release by Deutsche Börse, for example, the German exchange, that the venture capital market based on crowdfunding is considered and may be implemented. You have a private placement market in Turkey. You have a very small enterprise market in Bucharest, and Bucharest is quite a small country compared to the other ones. So that means we will see in the future more and more multi-level exchanges coming up based on the changing regulatory environment. And I think that's an opportunity for Morocco as well. Thank you, Hannes. I'd like to just open it up to the panel generally. We've heard about the, if you will, the supply side, and this is encouraging SMEs to come forward, to list on the exchange, access the exchange for equity and debt. But in order for this to be successful, we need an active and diverse investor base. And so just as an open question to the panel, how does the panel see the development of the investor base here, as that is absolutely critical? Yeah, that's a very valid point, Noel. It's difficult to ask institutional investors to invest in small SMEs. However, what we could envision is creating a fund specifically dedicated to SMEs, a fund which would benefit from tax rebates to give incentives to investors to join in. And this fund, having a larger capital, having a diversified SME base, would then be in a position to invest in various SMEs, because you cannot ask an institutional investor to invest $10,000 or $100,000 in an SME. It doesn't make sense, because they have many resources looking after their investments. It takes too much time to follow a small line. However, if you set up an SME fund, I think that's a very potent way to really invest in SMEs, both for institutional investors and for retail investors, because the fund would then have the resources dedicated to analyzing SMEs and doing all the due diligence, which institutional investors alone cannot do. Moi, toujours dans le même sens, je pense que l'idée de Karim est bonne et tout à fait d'actualité. Maintenant, nous, au niveau de la CGM, cette problématique de financement est tellement cruciale qu'on a même proposé une banque de PME. Bon, c'était plus un élément politique, mais ce que nous réalisons actuellement, enfin, quand je parle des banques, d'organismes financiers de façon globale, partons du principe que le banquier est le premier acteur auquel l'entrepreneur fait face, et donc c'est lui qui peut promouvoir des leviers de financement. Donc nous réalisons actuellement que la plupart des banquiers traitent le patron de TPE et de grandes entreprises de la même façon. C'est-à-dire que sa façon d'appréhender le projet ou l'entrepreneur sont les mêmes. Et là, nous demandons, donc on a fait à travers aussi l'administration, à ce que cette problématique de PME, de TPE et d'autres entrepreneurs, parce que ça aussi c'est un projet nouveau qui est très intéressant au Maroc, que les banquiers soient formés, soient sensibilisés, et une approche, bien sûr, avec peut-être des dispositifs de garantie, etc., qui peuvent les mettre en sécurité, pour traiter la TPE, PME et l'auto-entrepreneur de façon différenciée. Voilà un peu le... Juste pour... moi, je pense qu'il est très important pour ce type de sujet de toujours garder à l'œil qui c'est qui peut accompagner donc avant d'arriver à ces fonds. N'oublions pas aujourd'hui les experts comptables qui sont aujourd'hui les vrais médecins de famille de l'entreprise, qui doivent aujourd'hui jouer le jeu, qui doivent, et je pense que ce que fait aujourd'hui la Bourse, et le travail en réseau est très important parce que le sujet nécessite des points d'entrée donc différents. Moi, je reste convaincu que les fonds, et on l'a vu, c'est beaucoup plus sexy de dire j'ai une boîte qui fait 2000 salariés que d'avoir une petite souris qui se crée, alors que c'est les souris qui font aujourd'hui les éléphants, alors que si vous avez des grandes structures qui viennent pour monter leur projet, ils ont une vision globale et le Maroc n'est qu'un point sur leur échiquier. Alors que si on veut être un champion, il faut encourager les gens qui partent du bottom pour aller vers le continent, et ces gens-là, pour l'instant, on les capte pas. Et
Le fonds PME, oui, je pense que c'est un point important. Pourquoi on ne l'a pas fait encore aujourd'hui? Parce que politiquement, travailler sur des TPE, c'est peut-être pas encore suffisamment sexy. On préfère toujours, quand je suis ministre, de dire j'ai ramené une entreprise qui fait 2000 que de dire j'ai ramené 3000 entreprises qui font 5 salariés. C'est pas vendeur. On ne peut pas avoir 3000 sur la photo. Et on peut avoir un qui fait 2000 salariés. Et je pense que ça aussi, il faut accompagner les gens pour dire nous, on sait ce que c'est la création de valeur et on peut lire, même si vous ne pouvez pas les mettre tous sur la même photo. Et je reste convaincu qu'il faut être sur des modèles de rupture parce que ces petits entrepreneurs qui démarrent, souvent, n'ont pas. Facebook a démarré avec, les gens l'oublient, avec 2500 $. On s'amuse. Donc, il a d'abord démarré, et puis après, il s'est rendu compte que son truc pouvait être autre chose. Et après, le coup est parti parce qu'effectivement, il est dans un environnement qui est des États-Unis avec un marché déjà installé. Mais très souvent, les gens qui créent des entreprises n'ont pas de problème de financement. Le problème de financement, c'est une. Dans nos pays, on en fait un vrai sujet parce que finalement, on parle, je crois qu'on ne parle même pas aux vrais entrepreneurs à un moment donné. Je me pose la question, est-ce qu'on parle vraiment aux entrepreneurs? Et c'est vrai qu'il va falloir aussi changer l'esprit des entrepreneurs. La banque n'est pas faite pour prêter de l'argent à une boîte qui démarre. Donc il va falloir chercher l'argent ailleurs. Et l'argent ailleurs, vous avez, moi je pense que tous ces gens-là sont des business angels et des gens qui peuvent aller sur le crâne. Il faut juste leur donner l'envie de dire, moi je peux mettre 5000 $ ou 2500 $ sur un projet, je vais m'amuser. Si je gagne, c'est super, je vais essayer d'accompagner. Moi, je m'amuse, je suis petit business angel. J'ai lancé un truc qui était au début des années 60 qui s'appelle Africa, où chaque année je mets un peu, mais je m'amuse. Et j'accompagne un truc sur le financement qui s'appelle Financini, qui me permet. Donc, je pense qu'il y a plein de gens dans cette salle qui sont capables d'être l'antichambre et demain devenir des vrais clients de la bourse parce qu'ils ont la culture, parce qu'ils peuvent ramener le réseau et l'expertise dont a besoin aujourd'hui un entrepreneur pour quand il arrive à la bourse, il soit mature et qu'il rentre avec, comme je disais tout à l'heure, avec le sourire. Donc je pense qu'il va falloir ne pas sous-estimer ces premiers étages qui font défaut à beaucoup de gens. Moi, ça fait 12 ans que j'accompagne des entrepreneurs, des jeunes créateurs. Vous avez plein qui préfèrent avoir une idée, l'enterrer que de l'avoir sortir parce qu'ils se disent j'ai pas les moyens de le faire. Et donc je pense qu'il va falloir vraiment qu'on permette à des gens qui ont des super idées Sa Majesté a demandé qu'on travaille sur l'actif, sur tout ce qui est immatériel. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, il y a un proverbe en arabe qui dit c'est-à-dire que si vous avez un business, il peut vous permettre demain d'acheter une maison, mais une maison ne permettra jamais de faire votre business. Dans nos pays, c'est l'inverse. Donc tant que cette assertion ne sera pas vraie, il va falloir revoir le modèle. Et même si vous venez, vous nous racontez ce que vous voulez, il faut que nous, on fasse notre révolution. Et je pense qu'aujourd'hui, on a du chemin. Thank you. One of the challenges for an SME preparing itself for the stock exchange is basically moving to a new level of transparency. And I think that's a key issue. And that implies sometimes that you have to separate your accounts. You have to perhaps declare a little more income than you actually have. There's a disclosure issue. And I just, again, for the panel, is this a fundamental challenge here, or is this something that through education can be overcome? It's a big challenge. It's really a big challenge. Many people tend to live out of their company's money, basically. They tend to confuse their own pocket with the company's pocket. So it's not simple. It's really not simple, and it takes a lot of work. When we go on a roadshow to meet with the SME managers, we explain to them that 1 dirham, which is hidden, is 12 dirhams of valuation, which evaporates. So it's in their best interest to really disclose all their earnings because they have a better valuation for their company. It's taking time, and I think it's really a long process, and it's the same in many countries in the Africa, Middle East region. Transparency is a key issue, and people, as Zakaria said, they prefer to control 100% of 10 than 30% of 100. It's a cultural fact. It's a cultural fact. I don't know if you want to elaborate on that. Moi, je partage tout à fait cette idée. C'est un des freins majeurs, je pense que la transparence.
La peur aussi de la concurrence, parce que les entreprises qui rentrent en bourse sans concurrents, peut-être proches, ne l'est pas. Il y a aussi des entreprises qui sont dans le quasi informel. On a parlé de l'informel, mais il y a le quasi informel. Vous avez des industriels qui font 80% informel et 20% formel. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ne plaident pas pour faciliter l'introduction en bourse. Il y a aussi le volet fiscal, je pense, qui est important, parce que toute entreprise qui va aller en bourse doit faire face à cet obstacle. Je pense que ça, ce sont tous des éléments qui ne plaident pas pour cette entrée en bourse. Maintenant, il y a quand même des choses à faire. Et je pense que déjà, le fait de communiquer, c'est une excellente chose, de prendre aussi des partenariats et de former. Je pense que le projet d'élite, qui est de créer un petit peu un team d'entrepreneurs qui vont tirer vers le haut cette caravane est excellent. Et moi, ce que j'allais aussi proposer à Karim, c'est qu'au sein de la CGM, on a développé une expérience qui était intéressante, qui est le label RSE. Ce sont des entreprises, donc là, je rappelle qu'il y a à peu près une quarantaine ou quelque chose comme ça d'entreprises qui sont maintenant labellisées. Oui, tout dans la bourse. Ce sont déjà un vivier avec lequel il faudrait travailler. Je pense que, et donc il faudrait montrer, je pense, aux chefs d'entreprise qu'il y a des success stories grâce à ces modes de financement, que la transparence, la bonne gouvernance, etc. Ou comme a dit Zakaria aussi, le fait de travailler en partenariat apporte, disons, fait grandir l'entreprise. Moi, je vais lancer une proposition qui va paraître peut-être incongrue. C'est pourquoi ne pas envisager une amnistie fiscale pour les entreprises qui s'introduisent en bourse. Parce que, oui, parce que, en fait, c'est un frein majeur. Beaucoup d'entreprises hésitent justement à s'introduire en bourse parce qu'elles se disent, le jour où je suis en bourse, je suis sous le feu des projecteurs. Et donc, on va venir me demander des comptes sur les exercices antérieurs à mon introduction en bourse. Et donc, ce que je vais gagner en remise sur l'impôt sur les sociétés pendant 3 ans, je vais perdre beaucoup plus que ça en termes de redressement fiscal. Et d'ailleurs, je vais raconter une anecdote qui est assez édifiante à ce sujet, une histoire, une blague. Il y a un monsieur sous un lampadaire qui est accroupi, qui cherche quelque chose. Il y a un monsieur qui passe, il lui dit, vous cherchez quoi, monsieur? Il dit, je cherche mes clés. Il dit, vous les avez perdues ici? Il dit, non, mais c'est le seul endroit où il y a la lumière. C'est un peu le problème avec la fiscalité. Juste, toujours sur la problématique de transparence, moi je pense que le vrai challenge, c'est qu'il faut se dire, bon c'est vrai, il y a le quick win, je fais l'amnistie, je fais rentrer un stock parce qu'effectivement, il est patron de la bourse, il faut faire... et je pense qu'en parallèle, oui, non, mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, il faut le faire aujourd'hui. On pourrait abonder dans le sens parce qu'effectivement, ceux qui vont venir, c'est souvent les honnêtes gens qui ont... Parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous êtes un entrepreneur dans des pays où tout est encore à faire, donc c'est rare vous trouver un entrepreneur qui n'a pas fait d'erreur. Il y a des fautes et des erreurs. Et donc c'est sûr que souvent on va amnistier des honnêtes gens. On ne va pas amener les gangsters marie-jugène. Donc moi, je n'ai pas de souci. S'ils viennent vers toi, c'est que c'est bon. Maintenant, en parallèle, c'est qu'il faut qu'on revienne sur ce que je disais tout à l'heure. Je sais que vous travaillez sur l'éducation financière. C'est le plus en amont qu'il va falloir. Parce que si tu as quelqu'un, moi j'ai toujours, il est plus facile de dire à son gamin, voilà pourquoi il ne faut pas fumer, qu'une fois qu'il fume, je vais dire maintenant je vais t'expliquer comment il faut arrêter. C'est beaucoup plus difficile, c'est plus compliqué. Et souvent, on ne réussit pas. Et je pense que notre vrai challenge, c'est arrêtons de faire du curatif, voyons comment on peut faire du préventif. Et ça nécessite, tu as parlé de success story, il faut faire rêver les gens. Moi, quand je fais Web Africa, j'invite des gens qui ont démontré que malgré tout ce qui se passe, ils ont réussi en étant honnêtes, en travaillant, en gagnant du marché, etc. Ils disent, bah, c'est possible, il l'a fait, je peux le faire. Et c'est, je pense, cette envie de dire, bah, si l'autre l'a fait, je peux le faire. Et en plus, c'est mon voisin, je le connais, il est comme moi, c'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent. Je pense, si on veut vulgariser, puis l'ouvrir au plus grand nombre, c'est ça qu'il faut qu'on fasse émerger. Et donc, ça nécessite effectivement travailler sur 2 volets, des quick wins et des choses un peu plus long terme, et en parallèle, parce que c'est comme ça que je pense qu'on pourra réussir de façon sécurisée des compartiments PME et avoir une bourse qui rayonne sur le continent.
Great. Thank you very much for that. One of the things also that we have here is a challenge, not just in Morocco, but in a number of countries around the world, is what I would describe as the loss of trust that's occurred post the crisis. There are a number of investors who lost significant amounts of money, in particular on the retail side. I think there's been a similar experience here. And so again, to the panel, what actions do you think need to be taken to restore that investor confidence? Because if that's not there, then there's a vast segment of the investor base that really is not going to come forward. It's a key issue. Obviously, there has been a loss of confidence in the Moroccan market since 2008 for various reasons, overvaluation of some companies, practices which are not really some practices which are not warranted and things like that. So what we need to do is, first of all, have some very attractive IPOs, and I think of state-owned companies, which would be, of course, are transparent companies with good perspective of development, which would, I think, contribute to bring again investors to the market, because we had the same issue in the early 2000s, where stock market had an incredible performance, and then we had a correction. People lost confidence, and then we had some IPOs of public state-owned companies. I think at the time was Maroc Telecom and Banque Centrale Populaire. And then the retail investors came back. They were again more bullish on the market. But you need also to have maybe one or two good examples, sanctions against people who have bad practices, because that would help also build confidence. I think it's overall, it's IPOs and it's also regulation. I mean, it's a whole package, I think. I fully support your statement. What we have seen in other countries is that IPOs of state-owned enterprises really can jumpstart a local capital market. And what we additionally saw is a spillover effect on the private sector. If you take a small country like Croatia with around 5 million inhabitants, it had 2 IPOs of state-owned enterprises and follow up 7 IPOs of private sector companies. And based on the fact that there was a small discount on the IPOs of state-owned enterprises for retail investors, all the retail investors came back into the market, really supporting the local capital market development. And there are also other examples, like, for example, how Malaysia did restore investor confidence. That was through there is a capital market development fund in place, and they supported research coverage of medium-sized companies. And what was experienced afterwards was that a peak in liquidity of the companies each time a research coverage was published. Yeah, it's a good point. It gives me the opportunity to insist on having independent research, because that's also one of the issues we face, because we do not currently have a real independent and credible research. So we need to find a way to fund such an independent research to restore credibility and confidence in the market. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est comme le Maroc est signataire des accords de Bâle III, parce que ce qu'on voit actuellement encore, c'est que beaucoup de gens vont aller investir dans l'immobilier et encore se permettre de payer cash. Pourquoi ils vont aller à la bourse où il y a tellement de risques? Moi, je pense qu'il y a le facteur pédagogique où il faut montrer, et il faut aussi mettre en place des incitations, que ce soit fiscales ou autres, la formation et l'information, mais aussi de l'autre côté assainir le marché
Donc on a quand même un marché où il y a une grande part d'informel, où il y a encore des pratiques, c'est-à-dire spéculatives, où des retours sur investissement sont énormes. Donc il faudrait, disons, contrecarrer tous ces facteurs bloquants pour que la bourse gagne, et aussi un travail de communication, de travail sur disons, des leviers, c'est-à-dire des entrepreneurs ou des entreprises qui peuvent donner l'exemple. On montre que, et ça c'est le travail de tous les acteurs, que ce soit banquiers ou bourses, pour que ça attire le reste des PME, TPE vers ce dispositif. Peut-être en complément. En complément, juste, je crois qu'il y a aussi un point important, c'est que beaucoup de patrons de PME ont une problématique sur la valeur de l'entreprise. Et je pense que là aussi, c'est un vrai sujet pour pouvoir accompagner le plus en amont l'entrepreneur à voir quelle est la valeur. Comme ça, quand le jour où il a envie de sortir, il n'y a pas un gap entre ce que lui pense, parce qu'on a toujours l'impression que, on dit toujours qu'entre le prix que pense l'entrepreneur et le prix qu'on lui propose, il fait toujours une plus-value. Il faut qu'à un moment qu'ils comprennent que la valeur intrinsèque est peut-être différente de la sienne. Donc nous, on avait initié un portail qui s'appelle transmission.ma, où on propose une évaluation en ligne gratuite, juste pour que les gens puissent faire ce type d'exercice tout seul. Parce qu'on est convaincu que c'est des sujets suffisamment tabous que les gens n'abordent pas. Et il est aussi intéressant sur la problématique aussi, on a parlé d'ouverture de capital, on parle beaucoup maintenant de catégorisation, donc de permettre à ceux qui sont transparents de dire, voilà, vous avez un sorte de passeport, notamment pour ne plus être contrôlé, entre guillemets, qu'on ne vienne plus vous embêter parce que vous avez montré patte blanche. Donc la transparence, je pense qu'il est très important qu'on explique l'intérêt. Les entrepreneurs, c'est des gens très pragmatiques, pas d'intérêt, pas d'action, mais quand il y a un intérêt, ils y vont. Et je pense qu'on n'a pas peut-être encore trouvé les bons leviers ou peut-être le bon canal, parce que très souvent, peut-être que la génération qui est en train de partir n'est pas peut-être très francophone. On dit, moi j'ai toujours les grands entrepreneurs, c'est souvent bac moins 10. Parce que quand vous avez fait beaucoup d'études, à part les gens qui sont dans les nouvelles technologies, c'est des gens qui réfléchissent tellement que le train est passé et lui, il est encore en train de réfléchir. Donc je pense qu'on a peut-être besoin aussi de changer peut-être le canal langue pour pouvoir aller toucher ces entreprises dont on a besoin, parce que très souvent c'est le patriarche qui a la main et c'est pas le fils qui connaît nos codes qui peut aujourd'hui faire passer le sujet. Il y a peut-être un autre volet qu'on n'a pas évoqué depuis tout à l'heure et qui, selon moi, est un vrai frein à l'investissement du point de vue de l'entrepreneur. C'est aussi, il faut le voir comme ça, c'est le foncier. On a parlé un peu d'immobilier, mais c'est vrai que depuis 10-15 ans, les prix du foncier se sont tellement envolés qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie, finalement, avant, il avait besoin de probablement quelques millions de dirhams. Aujourd'hui, la barrière à l'entrée est devenue extrêmement élevée. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, on doit encourager fortement, à travers l'État, à la mise à disposition de fonciers en location, pour que l'investisseur ne s'épuise pas à ramasser de l'argent pour payer le terrain, et après, il n'a plus l'argent, et c'est là qu'il doit aller taper à la porte des banques, etc. Et souvent, on lui refuse le financement parce qu'il est très jeune. Donc ça, pour moi, on a parlé d'un certain nombre de volets, dont la transparence, la fiscalité, le bâton et la carotte, et qu'il faut manier, effectivement, moi je suis d'accord, et aussi l'accès au foncier, qui pour moi est un frein aujourd'hui très fort. Il y a effectivement au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce un programme pour les plateformes de production intégrées, mais il faut qu'elles soient très proches des centres-villes, parce qu'apparemment aujourd'hui il y a certaines plateformes qui sont un peu loin, ce qui pose le problème du transport et du personnel, effectivement. Mais le foncier, effectivement, est un frein important, et la location du foncier pourrait résoudre ce problème, parce qu'à l'instar de ce que la Chambre française de commerce et d'industrie a mis en place. D'ailleurs, ça a été une réussite exceptionnelle. Ils en sont aujourd'hui au troisième développement. Tout est loué. Et ils sont déjà en train d'étudier le 4e. Donc c'est un modèle qui marche. Et en plus, c'est rentable. Donc voilà, je crois que les pouvoirs publics pourraient effectivement s'inspirer de ce modèle pour mettre à disposition des milliers d'hectares de fonciers pour les entreprises en location. Parce qu'effectivement, le terrain n'est pas amortissable et ça n'a aucun sens d'aller investir l'argent dans du foncier au lieu de l'investir dans l'outil de production.
Non, tout à fait. Moi, je partage tout à fait cet élément. Je pense que cet élément très très important. Il fallait le souligner. Je profite parce que je pense qu'on est presque à la fin pour dire pour rester aussi sur une note d'optimisme, c'est que il faut dire que le Maroc est souvent cité comme exemple. C'est-à-dire quand on voit un peu tout ce qu'on a fait, parce que bon, en tant que disons militant du secteur privé, on a tendance à critiquer, mais quand nous avons des rencontres avec nos amis de la région pour dire aussi qu'on a pas mal travaillé dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, ou que ce soit pour tous les dispositifs qui ont été déjà présentés, c'est que le Maroc a quand même montré, et je pense que ça c'est le partenariat public-privé qui a fait, disons, changer complètement l'évolution de notre pays. Il y a beaucoup de choses sont à faire, mais au moins maintenant on en parle, on travaille, c'est-à-dire que toutes les instances d'administration nous sont ouvertes et dans des panels comme aujourd'hui, c'est aussi l'objectif, c'est d'échanger et de voir les meilleures pratiques, mais nous sommes quand même maintenant cités comme modèle. Et je pense que l'initiative d'aujourd'hui, que le Elite soit lancée au Maroc, c'est aussi, je pense, une très très bonne nouvelle.